Et maintenant, je vais donner la parole au professeur Éric Baraté, qui va donc nous donner le point de vue de l'historien. Bien, je remercie donc les organisateurs de cette invitation et de cette belle rencontre. Donc, ce que je vais faire en tant qu'historien, c'est voir qu'est-ce qu'il y a dessous ces questionnements actuels sur la conscience animale et qui sont devenus très importants depuis une vingtaine, trentaine d'années. Ça a été bien dit par les précédentes présentations. Alors, je passe vite sur les découvertes éthologiques, ça a été évoqué, hein, c'est comme ça que l'on s'est mis à parler récemment de conscience, hein, et notamment avec l'éthologie cognitive, ça a été aussi évoqué. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que deux choses. Un, que ce n'est pas cette idée de conscience, ce n'est pas une idée du luberlu, hein, même d'éthologues sérieux. C'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de préparé. C'est en fait un travail de société qui a permis aux éthologues, aux neuroscientifiques, d'en arriver à ces choses-là. Et donc, ça se relie à un questionnement très profond du monde occidental vis-à-vis du reste de la nature, et en particulier des animaux. Et le deuxième point que je soulignerai, c'est qu'est-ce qui est en œuvre derrière ces discussions sur la conscience, et ça a été évoqué notamment dans le rapport, il y a un changement de représentation du monde qui est sous-jacent. Alors, premier exemple de prise de conscience, de travail, je dirais, sociétal, qui aboutit à ces travaux scientifiques, c'est la notion de point de vue. Et la notion de point de vue, évidemment, elle est aussi derrière la question de la conscience. Alors cette notion de point de vue, on la voit arriver dans la société européenne, on la voit arriver, cette question, dans le monde littéraire et artistique. Alors on a beaucoup en sciences, on aurait tendance à considérer que c'est anecdotique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en réalité, c'est finalement le moyen à l'époque, au 19e, début 20e siècle, c'est un moyen de discuter d'une question qui est taboue en philosophie, qui est taboue en théologie, dans la théologie de l'époque, ce n'est plus le cas maintenant, on vient de l'entendre, et qui est taboue en sciences notamment. Et donc l'art, la peinture, la littérature, etc. vont être des moyens de questionner cette affaire-là et de préparer, c'est plus que questionner, c'est aussi de préparer l'arrivée des scientifiques au sens strict. Alors je vous ai mis là le tableau de Franz Marc, qui est un peintre allemand qui est mort à Verdun en 1916, et qui, juste avant la guerre, qui fait beaucoup de peintures d'animaux se tenant dans la nature, et qui, on le sait très bien parce qu'il a beaucoup écrit, à un moment se dit « mais je ne peux pas représenter les paysages tels que moi je le vois. Il faut que je le représente, ce paysage, tel que l'animal le voit. » Alors il va essayer de se demander comment l'animal le voit. Et là, vous avez un tableau de 1912 qui s'appelle « Voilà comment mon chien voit le monde ». Et donc, ce qui est intéressant, alors il y a de grandes chances que le chien ne voit pas le monde comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est ce travail sur l'idée qu'il y a une vision propre du monde, une conscience finalement du monde. Et comme par hasard, et ce n'est pas un hasard, on voit apparaître la question, 30 ans plus tard, chez un biologiste allemand, Jakob von Uexküll, qui dans Mondes animaux et Monde humain se pose la même question, et je vous ai mis là sur le côté ces 4 dessins qui sont tirés de son ouvrage. Vous avez ici, on ne voit pas alors on ne voit pas, donc en haut à gauche, vous avez la rue d'un village vue par un humain. Bon, je laisse tomber celle en bas à gauche, mais en haut à droite, la même rue vue par une mouche, et en bas, même rue vue par un mollusque. Alors là aussi, je ne suis pas du tout sûr qu'un mollusque ou une mouche voit comme ça, d'autant plus qu'il ne précise pas le mollusque. Mais ce qui est intéressant, c'est justement cette idée de monde différent et de vision différente du monde.
Et si vous regardez d'ailleurs le paysage de Franz Marc et le paysage du mollusque, on est très proche. Hein. Et donc on voit bien comment Jacob von Uexküll est arrivé à ça, parce qu'il y a eu une préparation sociétale qu'on retrouve par exemple en littérature, chez Virginia Woolf, chez Kipling, etc., etc. Alors cette idée de point de vue, elle a servi entre les années 30, la période de von Uexküll, et les années 80, elle a servi surtout elle a été utilisée, je dirais, dans le mauvais sens. Dans le sens où elle a servi à dire « mais les mondes sont tellement différents qu'on ne peut pas aller voir ce qui se passe du côté de telle ou telle espèce animale ». Et donc ça ne sert à rien de poser la question. Et ça rejoint là ce qui a été dit tout à l'heure, de ces écoles éthologiques qui avaient mis comme la conscience en espèce de tabou, de trou noir qu'on ne voulait absolument pas regarder. Eh bien, on le voit ici. Alors, évidemment, postuler cela, que les mondes sont tellement différents qu'on ne peut pas les voir, c'est nier tout ce qui s'est passé dans l'histoire des relations entre les hommes et les animaux. C'est bien, s'il y a eu domestication, par exemple, de certaines espèces animales, c'est parce qu'il peut y avoir une conjonction entre les mondes. C'est parce qu'on peut aller lire le monde de telle ou telle espèce et que telle espèce peut aussi nous lire. Et donc cette idée de point de vue, elle est revenue depuis une vingtaine d'années chez de plus en plus d'éthologues. Elle est même devenue tout à fait admise. Il y a deux dernières synthèses anglaises sur les chiens qui sont parues au milieu des années 2000, où il y a un chapitre sur les points de vue, la notion de point de vue. Et évidemment, cette notion de point de vue est importante pour la question de la conscience. Deuxième préparation, c'est la notion d'individu. Évidemment, la conscience se pose en particulier si on a l'idée d'individu. Alors cette idée d'individu, là aussi, elle a été préparée par la littérature. À partir de la fin du XVIIIe siècle, les écrivains se sont intéressés à cette idée d'individualité animale. Et on a vu apparaître toute une série de biographies d'animaux. Je vous ai mis là l'une des premières en haut à gauche, l'une des premières. Ça naît en Angleterre, puis ça passe tout de suite ensuite en France. Les aventures d'un âne, et qui donc raconte les aventures d'un âne particulier. Et dans cette logique, vous avez les grands best-sellers que sont Les Mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur, Black Beauty d'Anna Sewell en Angleterre. Alors c'est très anthropomorphique évidemment, mais l'intéressant c'est que ça permet non pas la connaissance des animaux, mais la reconnaissance des animaux, et notamment la reconnaissance des espèces, et je dirais presque de l'individualité des espèces. Et ce travail biographique, ce travail sur les individus, comme par hasard, et là aussi ce n'est pas un hasard, on le voit apparaître au niveau scientifique à partir des années 60. Et de la part d'éthologues, d'ailleurs, j'ai trouvé des éthologues américains qui reconnaissent qu'ils ont été beaucoup influencés par toute cette littérature. C'est cette littérature de reconnaissance des animaux qui leur a suggéré de se demander s'il n'y avait pas des capacités chez les animaux beaucoup plus importantes que ce qu'on pouvait dire ou que ce que pouvait dire la science. Sans faire évidemment d'anthropomorphisme, mais on voit bien que la reconnaissance des animaux a entraîné une volonté de connaissance. Et comme par hasard, la notion de biographie et d'individu, on la voit apparaître chez une Jane Goodall, par exemple, qui comprend très bien que lorsqu'elle elle part en Afrique pour étudier des chimpanzés, eh bien, elle a besoin de connaître chaque individu pour comprendre les relations sociales. Et évidemment, ça a été montré tout à l'heure, les positions individuelles, les stratégies sociales, etc. Tout ça suppose une conscience, et donc tout ça a été travaillé au préalable. Autre aspect, c'est la mesure de la souffrance, de l'individualité, de la cognition. Alors je vais aller vite parce que ça a été évoqué, mais pendant très longtemps, là il y a un point important, pendant très longtemps, on a discuté, par exemple, si on prend le cas de la souffrance ou de la douleur, si vous préférez, on a discuté finalement parole contre parole. Il n'y avait pas possibilité de dire si l'un avait raison ou l'autre tort, et j'ai mis cette photo de corrida parce que dans Mort dans l'après-midi, Hemingway soutient
Mort dans l'après-midi, c'est un manuel de tauromachie. Il soutient qu'un taureau estoqué souffre moins qu'un homme qui se fait une entorse à la cheville. À l'époque, lorsqu'il dit ça, il n'y a aucune preuve pour dire qu'il ment, enfin pas qu'il ment, mais qu'il dit faux ou qu'il dit vrai. Et le grand point important tout de même, c'est à partir des années 80-90, la possibilité de mesurer, en termes biochimiques, de mesurer donc par la sécrétion de substances, de mesurer donc l'existence de cette douleur. Et maintenant, on montre aussi la présence de l'individualité jusque dans la biochimie, par exemple, jusque dans le plasma. Ça a été développé, par exemple, pour les chats. Et puis, pour la cognition, alors là, je passe vite, puisque ça a été aussi évoqué. Alors ça, c'est le travail, je dirais, de préparation sociétale qui a fait que ce n'est pas un hasard si les scientifiques parlent de cette question maintenant. Et ce n'est pas un hasard non plus si elle est devenue une véritable question de société. Où il y a des mouvements qui prônent et qui mettent en avant cette idée de conscience, d'intelligence, qui poussent aussi une relecture politique de tout cela. Et en fait, on voit bien qu'on n'est pas dans un pur débat scientifique, mais qu'on est bien, ça a été évoqué en conclusion, qu'on est bien dans un travail sociétal et donc obligatoirement avec des questions politiques, au sens large de politique, des questions sociétales, civiques, politiques, qui sont à la clé. Deuxième point, qu'est-ce qui se joue dessous ? Il se joue quelque chose de très important, qui est d'abord la désanthropisation des concepts. Désanthropisation des concepts, alors ça a été évoqué tout au long. On s'aperçoit de quoi ? Lorsqu'on fait l'histoire de la manière dont les hommes ont perçu les animaux, les ont considérés, en ont parlé, etc., etc., c'est qu'en fait, on a fait beaucoup d'anthropocentrisme. La plupart de nos travaux sont très anthropocentriques, et notamment en définissant les concepts. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a très souvent défini les concepts en reprenant une définition humaine de ces concepts, en faisant comme si l'humanité était la perfection absolue et qu'elle représentait l'intelligence absolue, l'empathie au niveau absolu, etc., etc. Autrement dit, c'est le dessin de Léonard de Vinci, le monde se mesure à l'aune de l'homme. L'homme est la mesure du monde. Et évidemment, avec ces définitions humaines des concepts, on aboutit à des impasses lorsqu'on va voir les animaux. Si on définit l'intelligence selon la définition humaine, si on va voir si un chien est intelligent comme un homme, évidemment, la réponse est non. Donc on se retrouve devant toute une série d'impasses, et on se rend compte d'ailleurs que toutes les grandes questions, toutes les grandes controverses scientifiques des années 50 jusqu'à nos jours, sur la notion d'intelligence, la notion d'outil, la notion d'émotion, etc., etc., on se rend compte que c'est tout le temps la notion de culture, qui a lancé de grandes controverses il y a une vingtaine d'années, c'est toujours dû à des questions de définition. Et c'est toujours parce que ceux qui sont opposés, par exemple, à la notion de culture ou la notion d'intelligence, etc., maintenant ça nous paraît évident, mais dans les années 50, entre les années 50 et 2000, ça a donné lieu à de très féroces débats. Eh bien, on était en fait toujours dans des questions de définition et de débats sur des définitions, et qui étaient toujours des définitions humaines. Je vous renvoie au vieux que sais-je qui s'appelait La psychologie animale de Jean-Claude Fillou, un philosophe qui est décédé malheureusement cet été. Et dans ce que sais-je de 1952, eh bien, on résume tout ce qu'on a fait au XXe siècle. C'est-à-dire, première partie, il définit les concepts, et on voit très bien qu'il prend les notions humaines. Et ensuite, 2, est-ce qu'on retrouve ça chez les animaux ? Il répond non, évidemment. À partir du moment où on définit les concepts humainement, on ne peut pas les retrouver chez les animaux. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ce qui a été soulevé dans le rapport, c'est-à-dire il faut monter les concepts en abstraction, les monter en généralité, et donc adopter une définition de l'intelligence qui soit beaucoup plus abstraite, beaucoup plus haute que l'intelligence humaine, comme pour la société, comme pour les émotions, etc. Et on l'a vu pour la conscience, on voit bien comment le rapport aboutit
part d'une définition humaine à la Descartes et aboutit à une définition beaucoup plus large, beaucoup plus abstraite de la notion de conscience. Et à ce moment-là, après, on peut la décliner, on peut la spécifier d'une espèce à l'autre. On peut la spécifier chez les chiens, la spécifier chez le cheval, etc., etc., en remarquant évidemment qu'on va avoir des aspects très différents de l'un à l'autre, que l'intelligence canine ne sera pas l'intelligence humaine, qu'il ne sera pas l'intelligence des chevaux, etc., etc., mais qu'on peut parler d'intelligence. Et donc cette désanthropisation des concepts, elle est en train de se faire. On voit très bien que les éthologues, et ça a bien été montré là aujourd'hui, les éthologues sont en train de le faire petit à petit, et cette désanthropisation des concepts, elle est tout à fait fondamentale. Et on ne se rend pas compte à quel point on revient là sur un mouvement qui, en fait, qu'on peut relativement dater, qui est le XVIIe siècle. On voit très bien, ça a été montré pour la conscience, c'est vous, sur Descartes. On voit très bien comment il y a toute une série de concepts, individus, personnes, sujets, conscience, etc., qui jusqu'au XVIIe siècle avaient une définition très large que l'on pouvait très bien appliquer à différents types d'animaux ou différents types d'êtres animés. Et comment au XVIIe siècle, et Descartes n'est qu'un exemple, c'est pas lui le responsable de tout, il a théorisé ce mouvement du XVIIe siècle, comment en fait tous ces concepts-là, on les a réduits à l'humanité, et on s'est mis par exemple à penser que l'individu, ça ne pouvait être que l'individu humain, le sujet, ça ne peut être que le sujet humain, il ne peut pas y avoir de sujet animal, il ne peut pas y avoir d'individu animal, et la conscience pareil, etc., etc. On a fait un espèce de repli sur l'humanité de tous ces concepts-là, qui sont évidemment le corrélat de cette idée de Descartes, mais là aussi Descartes ne fait que représenter, théoriser en fait la révolution scientifique du XVIIe siècle, où l'homme se met en sujet pensant et observant la nature qui n'est plus qu'un objet. Il y a une énorme rupture qui est mise en place là, et qui fait que beaucoup de concepts vont être transformés et ne peuvent plus être adaptés aux animaux. Et donc c'est le chemin inverse qu'on est en train de faire maintenant. Et il y a un autre chemin inverse à faire, ça qui est très important, c'est le changement de représentation du monde du vivant, qui est à l'œuvre derrière. Nous vivons encore actuellement, et lorsque j'entends le terme de niveau de conscience, nous sommes encore dans cette image-là, nous vivons encore actuellement dans l'image des vivants qui est à gauche, c'est-à-dire l'image pyramidale, où l'homme, évidemment, est au sommet, c'est une image du monde construite par l'homme. J'ai repris là la pyramide d'après un dictionnaire d'histoire naturelle du 19e siècle, mais cette pyramide, on la voit en Occident depuis au moins l'Antiquité grecque. En fait, cette pyramide, elle a été construite par la philosophie grecque, les Platon, les Aristote, des 5e, 4e siècles avant Jésus-Christ. Société grecque qu'on dit fondatrice de la démocratie, mais qui en réalité était une société très inégalitaire, très hiérarchisée, très ethnocentrique. Et comme on a pensé la différence entre l'homme et l'animal, eh bien au même moment, on a pensé la différence entre l'homme et la femme, le grec et le barbare, le libre et l'esclave, etc., etc. Et cette vision pyramidale, elle a été reprise par une version du christianisme. Ce n'est pas le christianisme, mais c'est une version du christianisme, par des pères de l'Église qui ont adopté justement cette théologie, cette philosophie grecque, pour expliquer la Bible. Et ce christianisme-là a ensuite influencé toute la philosophie occidentale et toute la science occidentale. Et on voit très bien qu'une bonne partie des débats au XXe siècle sur la différence entre l'homme et l'animal, ne serait-ce que cette question de la différence entre l'homme et l'animal, elle ne peut se poser que dans cette vision pyramidale. Les Japonais qui n'ont pas cette vision-là ne se posent pas la question de la différence entre l'homme et l'animal. D'abord, l'animal, ça a été dit tout à l'heure, n'est qu'un concept, c'est pas une espèce, et puis ça ne peut se comprendre que si l'animal, on le voit en dessous.
Hein. Et puis toute la question a été aussi posée, quand on dit quelle est la différence entre l'homme et l'animal, c'est sous-entendu qu'est-ce que l'homme a en plus. Hein. C'est toujours dans ce sens-là. Et donc les animaux ont toujours été vus comme ayant des privations. Ils ont l'intelligence en moins, ils ont l'émotion en moins, ils n'ont pas la souffrance, ils n'ont pas la douleur, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, etc. etc. Hein. Et évidemment, c'est dans ce concept-là qu'on a pu définir les concepts de l'intelligence, de l'émotion, de l'empathie, selon leur définition humaine. Parce que justement, l'homme étant au sommet, l'homme, et on le voit très bien dans la théologie, dans une version du christianisme et dans la philosophie, etc., l'homme exprime l'intelligence la plus aboutie. Et évidemment, l'intelligence chez les autres, dans les autres degrés, elle sera obligatoirement inférieure. Hein. D'où l'idée de niveau, d'où l'idée de privation, etc., etc. Et en fait, ce qui est en train de se jouer, c'est justement ce changement de monde. On passe à un autre monde qui est celui qui est à droite, hein, que j'ai pris sur le site de l'École normale supérieure sciences, qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le modèle arborescent, hein, mais qui est un modèle qui change tout et qui invite à reposer les questions totalement différemment. Hein. Dans ce modèle de l'arborescent, je ne sais pas si vous le voyez, mais le trajet humain a été mis en rouge, hein, ou du moins la branche qui amène à l'homme actuel. Eh bien, la question de l'intelligence, par exemple, ou de la conscience ne se pose plus de la même manière. On ne va pas la poser en se disant que la conscience humaine est la conscience absolue, ou la conscience la plus aboutie. C'est une conscience parmi les autres. Et donc, on peut aller voir ce qui se passe chez les autres espèces, les autres branches, d'une manière, je dirais, apaisée, assagie. Apaisée parce qu'il n'y a plus, ou il ne devrait plus y avoir là, cette idée de qu'est-ce qui est la différence entre l'homme et l'animal. Par contre, évidemment, il y a toujours un propre de l'homme, comme il y a un propre du chien, il y a un propre du cheval, etc., etc. Mais ça ne se fait plus en termes de supériorité ou de niveau de différence, ça se fait plutôt en nature, en différence de nature, en différence de branche, en différence de développement. Et donc les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Et là, on peut aussi, ça a été évoqué, je ne sais plus par qui, excusez-moi, mais on peut aussi utiliser dans cette approche ce qui a été longtemps condamné par les éthologies behavioristes et l'éthologie classique, c'est-à-dire utiliser un anthropomorphisme, mais critique, un bon anthropomorphisme. Il y a eu un colloque récemment à Strasbourg sur les bons usages de l'anthropomorphisme, et il est évident qu'on peut utiliser un anthropomorphisme critique, par exemple, pour se demander qu'est-ce qui se passe sur les branches voisines de la nôtre, hein, en pensant que, évidemment, les phénomènes seront proches. On peut aussi utiliser un anthropomorphisme de communauté. Hein. Il devient plus parcimonieux, là aussi ça a été souligné, plus parcimonieux d'expliquer tel ou tel acte d'un chimpanzé, etc., avec une explication assez proche de la nôtre, que d'aller chercher des explications alambiquées parce qu'on voulait à tout prix différencier l'animal, l'homme et l'animal. Et donc c'est une vision qui oblige obligatoirement à revoir les concepts, à revoir la place de l'homme et à s'interroger d'une manière en évitant tous les concepts philosophiques ou tous les débats philosophiques qui ont finalement pourri la discussion et pourri l'observation des animaux. Parce que cette observation des animaux a toujours été faite dans ce cadre pyramidal qui nous imprime complètement. Et c'est très intéressant de voir, même chez Frans de Waal a été cité tout à l'heure, même chez Frans de Waal, quand on regarde les premiers textes, même lui qui est pourtant très favorable aux singes, aux chimpanzés, enfin il n'est pas du tout réductionniste, eh bien il y a toujours cette idée, qu'est-ce qui fait la différence avec l'homme, qu'est-ce qui fait la différence avec l'homme, que des éthologues japonais, par exemple, ne se posent jamais, ou que d'autres civilisations ne se posent pas, parce que finalement elle n'est pas très pertinente, à condition, elle n'est pas pertinente si on l'examine
dans la vision pyramidale. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention.